Bienvenue dans cette seconde vidéo portant sur le chapitre de Regard croisé, quelle politique pour l'emploi. Il s'agira ici de vous présenter une deuxième orientation possible des politiques pour l'emploi, consistant à lutter contre le chômage keynésien. À l'issue de cette vidéo, vous devez être capable de montrer qu'une insuffisance de la demande entraîne l'apparition d'un chômage keynésien, d'exposer les solutions préconisées pour lutter contre ce type de chômage et enfin de mettre en évidence les principales limites de ces politiques. Bonne découverte! L'analyse keynésienne du chômage s'inspire des travaux de l'économiste John Maynard Keynes qui, pendant la Grande Dépression des années 30, a préconisé des mesures qui se sont avérées particulièrement efficaces contre le chômage. Les économistes keynésiens considèrent que le chômage est dû à une insuffisance de la demande effective, à savoir la demande en biens de consommation et en biens d'investissement anticipés par les entreprises. Ainsi, le niveau de l'emploi serait déterminé par la demande effective, à savoir les anticipations des entreprises. Lorsque celles-ci anticipent de faibles débouchés, elles vont alors réduire leur volume de production, ce qui conduira à un gel de l'investissement et à une diminution de leur demande de travail, d'où une diminution du niveau de l'emploi, susceptible de générer du chômage. Ensuite, la baisse des revenus distribués suite à la diminution de l'emploi va entraîner un affaiblissement de la croissance. Cet affaiblissement de la croissance, que l'on appelle récession, contribuera à alimenter les anticipations pessimistes des entreprises concernant la demande. On voit alors se dessiner un terrible cercle vicieux. Les anticipations des entreprises concernant la demande vont s'avérer autoréalisatrices. En outre, contrairement aux libéraux, les économistes keynésiens pensent que le chômage est involontaire. En effet, les chômeurs accepteraient de travailler pour le salaire du marché, mais ce sont les entreprises qui n'embauchent pas suffisamment faute de débouchés. Le chômage correspond donc à un équilibre de sous-emploi. Expliquons cette expression. Il s'agit d'une situation où l'on observe un équilibre sur le marché des biens et des services, l'offre est égale à la demande, car les offreurs, les entreprises, ajustent leur volume de production à la demande qui leur est adressée. Mais le problème, c'est que cette demande peut être très faible, voire insuffisante pour assurer le plein emploi. C'est pourquoi on observe simultanément sur le marché du travail un déséquilibre, l'offre de travail étant supérieure à la demande de travail, ce qui correspond à une situation de chômage. Les entreprises n'embauchent pas ou embauchent peu, car elles font face à une demande très faible. La solution préconisée par les keynésiens est donc d'agir sur le marché des biens et des services en relançant la demande. Ainsi, les keynésiens préconisent une intervention volontariste des pouvoirs publics visant à stimuler la demande globale, celle qui s'exprime sur le marché des biens et des services, afin de modifier les prévisions des entreprises. Il s'agira alors de transformer les anticipations pessimistes de celles-ci, dont nous avons vu les effets précédemment, en anticipations optimistes. Pour ce faire, il faut activer des politiques macroéconomiques conjoncturelles visant à agir à court terme sur l'économie. On distingue, premièrement, la politique budgétaire expansive ayant pour objectif de stimuler la demande globale en modifiant le budget de l'État. Ainsi, l'augmentation des dépenses publiques et ou des recettes fiscales va permettre un accroissement de la distribution de revenus dans l'économie, augmentant le pouvoir d'achat des individus et donc leur capacité à consommer. La hausse de la demande globale qui pourrait en résulter est de nature à transformer les anticipations pessimistes des entreprises en anticipations optimistes. S'ensuivrait alors une augmentation de la demande effective, poussant les entreprises à investir et à embaucher afin d'accroître leur volume de production. Tout cela est susceptible de stimuler la croissance économique et, par conséquent, l'emploi, provoquant en retour une progression de la distribution de revenus dans l'économie. En somme, l'intervention de l'État
modifiant les anticipations des entreprises, permettrait la transformation du cercle vicieux vu précédemment en cercle vertueux. On distingue ensuite la politique monétaire expansive, consistant à stimuler la demande globale en augmentant la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Cette politique est menée par la Banque centrale, dont le principal outil est le taux d'intérêt directeur. Ainsi, la baisse des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale permet une diminution des taux d'intérêt pratiqués par les banques de second rang ou banques commerciales, provoquant alors une baisse du coût du crédit, ce qui va augmenter la quantité de crédit octroyé pour consommer ou investir. Il en résulte une hausse de la demande globale, stimulant la croissance et l'emploi. Enfin, pour lutter contre le chômage keynésien, il convient de mettre en œuvre une politique salariale accommodante, visant à encourager la hausse des salaires et en particulier les bas salaires. En effet, Keynes montre que ce sont les individus les plus modestes qui consomment la part la plus importante de leurs revenus. Ainsi, l'augmentation des salaires pourrait profiter à la consommation et donc à la croissance et l'emploi. Présentons maintenant les limites des préconisations keynésiennes. Tout d'abord, les politiques de relance appliquées au niveau national se heurtent à la contrainte extérieure. Aujourd'hui, l'ouverture importante des économies sur le reste du monde tend à amoindrir les effets de la relance budgétaire au niveau national. En effet, lorsque l'État injecte du pouvoir d'achat dans l'économie, les agents résidents pourront utiliser les revenus supplémentaires pour acheter davantage de produits importés, ceux-ci ne profitant pas directement à l'activité économique sur le territoire. De plus, la politique budgétaire expansive creuse le déficit et alourdit la dette. Or, les pays membres de la zone euro se sont engagés dans le cadre du pacte de stabilité à limiter de façon stricte leur déficit public à 3% du PIB et leur dette publique à 60% du PIB, afin d'éviter les tensions inflationnistes. Aussi, plus généralement, les politiques expansives, qu'elles soient budgétaires ou monétaires, sont susceptibles d'engendrer des effets contraires à l'objectif de stabilité des prix. En effet, le but de ces politiques est de stimuler la demande globale, ceci étant de nature à provoquer des tensions inflationnistes dans l'économie, l'offre étant relativement rigide à court terme. Autrement dit, lorsque la demande augmente rapidement à offre constante, les capacités productives n'ayant pas toujours la possibilité de s'ajuster à court terme, les prix s'élèvent. C'est la loi de l'offre et de la demande. Enfin, les solutions keynésiennes ne sont efficaces que pour répondre à une insuffisance de la demande. Mais celles-ci peuvent provoquer ou aggraver un choc d'offres négatif. En effet, l'augmentation des salaires souhaitée par les keynésiens risque de détériorer la compétitivité des entreprises et alors de nuire à l'emploi, en particulier non qualifié. Il faut bien comprendre que le salaire est un revenu permettant aux ménages de consommer, mais que celui-ci représente également un coût pour l'entreprise. D'autre part, les solutions keynésiennes, si elles permettent de lutter contre un chômage qui serait dû à une dégradation de l'activité économique, celles-ci n'ont aucun effet sur le chômage dit structurel. Nous aborderons cette notion dans la prochaine vidéo. Et maintenant, à vous de jouer en répondant aux questions portant sur cette vidéo.